7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 7h42, beaucoup de sujets qui intéressent Charlie Hebdo sont au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, de la laïcité à la question de la liberté d'expression. Bonjour Rhys. Bonjour. Vous êtes dessinateur, vous dirigez Charlie Hebdo et vous publiez un témoignage, 1 minute et 49 secondes, un récit où il est notamment question de l'attentat contre Charlie Hebdo, un récit qui est un récit de colère et de combat. On se connaît un peu, mais on va faire comme si on ne se connaissait pas, Rhys. Et je vais d'abord vous demander pourquoi vous avez décidé de publier cela sous forme de récit et pas sous forme de dessin, alors que vous êtes dessinateur. C'est vrai que c'est une question qui s'est posée, mais en fait, je dirais que dessiner m'aurait obligé justement à dessiner et à représenter ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Je voulais pas le représenter. Je préférais utiliser les mots, les images plutôt que d'imposer au lecteur un contact direct visuel avec les choses. Voilà, je pense que le dessin aurait été peut-être trop brutal. Et puis, je oui, je pense que c'était, l'écriture permet, d'aborder les choses de manière moins difficile, on va dire. Vous racontez dans ce récit, Rhys, à quel point il a été difficile pour vous de faire face aux photos, aux récits de cet attentat et comment, par exemple, lorsque vous étiez à l'hôpital, car vous avez été blessé grièvement à l'épaule, vous racontez comment vous avez cherché à échapper à ces photos. Oui, bah, c'est vrai que ce qu'on appelle la couverture médiatique, c'est quelque chose qui se déchaîne, c'est comme un tsunami, vous pouvez rien contrôler et vous prenez ça en pleine figure. Donc c'est vrai que à l'hôpital, j'étais un peu préservé de tout ça et je me préservais de tout ça. Je ne regardais pas la télévision, je regardais très peu de journaux et c'était uniquement quand je descendais au kiosque de l'hôpital que je parcourais les couvertures des magazines et ça me suffisait. J'avais pas trop envie d'aller plus loin dans la vision que les médias donnaient de ça. Parce que la vision de cet événement, je l'avais moi et elle me suffisait amplement. Quelle était cette vision ? Bah, c'est ce qu'on vit physiquement, émotionnellement, moralement. Voilà, c'est l'expérience de la violence, c'est la mort autour de vous de gens qui vous sont proches. C'était bien assez pour moi comme ça. Voilà. 1 minute 49 secondes, c'est donc le temps durant lequel les frères Kouachi sont restés dans la rédaction de Charlie Hebdo, rue Nicolas Appert, le temps de perpétrer leur massacre. Quel souvenir avez-vous de ce moment-là, Rhys ? D'abord, c'est confus. C'est confus parce qu'on ne comprend pas immédiatement ce qui se passe. Et quand on comprend ce qui se passe, on entre dans une espèce de phase de protection presque animale, bestiale, quoi. On est ramené un peu on est un peu comme une bête traquée. On se couche et on pense qu'on va échapper au regard des tueurs qui sont là à côté de vous. Donc le monde se rétracte. Et le temps se rétracte aussi et on attend le moment où vous serez frappé par les tirs. Voilà, ça semblait inéluctable. Et c'est ce qui est arrivé. Par chance, ça n'a pas été un coup fatal, mais oui, j'attendais ça. Il n'y avait pas le choix, il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre. C'était comme une sentence qui était prononcée contre vous. Et la sentence allait être exécutée là, dans les secondes qui allaient arriver. Je ne savais pas quelle seconde ça allait intervenir, mais ça allait intervenir. Voilà. Et puis vous avez attendu, vous avez compris qu'ils étaient partis, que les frères Kouachi étaient partis, Rhys. Alors, vous dites les frères Kouachi, à ce moment-là, on ne sait pas qui sont ces gens-là, on ne sait même pas combien ils sont. Est-ce qu'ils étaient 3 ou 4 ou 5 On n'a pas une bonne vision de l'ampleur des choses, ni même d'ailleurs du bilan, qui a été touché ou pas, ou qu'est-ce qui est arrivé aux autres. Mais c'est vrai que ne sachant rien, et étant couché à plat ventre
face contre terre, on continue on continue en fait de tenter de ressembler à un meuble, de devenir un objet et de ne pas bouger comme un objet, de faire oublier à ceux qui sont à côté de nous et qui nous tirent dessus, de faire oublier qu'on est des êtres humains et de leur faire croire qu'on est des meubles inoffensifs, et voilà, pour essayer d'échapper à leur furie. Et puis, donc, il y a des périodes de silence, mais qui sont des silences inquiétants, parce qu'on ne sait pas s'ils sont vraiment partis, s'ils sont encore là. Et en fait, ils étaient encore là, ils passaient, vérifier si tout le monde était bien mort. Et au bout d'un moment, j'ai entendu des coups de feu lointains. Donc je me suis dit, il se passe quelque chose à l'extérieur. Je me suis dit, ils ont dû sortir, ils ont dû entrer en contact avec peut-être d'autres personnes. Mais je ne savais pas s'il y avait encore des gens dans l'immeuble, ou même dans l'immeuble. Donc on n'avait aucune information. Donc quand on manque d'informations, on reste immobile, quoi. Ça n'était pas la première attaque contre Charlie Hebdo. Il y avait eu Mm. déjà un cocktail Molotov Mm. lancé contre le journal suite à la publication des caricatures de Mahomet. Est-ce que lorsque vous alliez au boulot, Rhys, vous aviez la sensation de risquer votre peau? Non, 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 parce que on a toujours fait en sorte d'être assez prudent. Rue Nicolas Appert, rien n'indiquait le nom de Charlie Hebdo, il fallait vraiment le savoir. D'ailleurs, les assaillants ont mis du temps avant de trouver, c'est un peu par hasard qu'ils sont tombés, parce qu'il n'y avait aucune inscription. Donc, et puis on se sentait protégé aussi par la police qui était avec nous. Donc il n'y avait pas de signe réel. Évidemment, il peut toujours se passer quelque chose, mais il n'y avait rien de bien réel qui donnait l'impression que quelque chose allait se passer là, maintenant, tout de suite, là. Vous dites dans votre livre 1 minute et 49 secondes que ce geste, le geste perpétré par les assaillants, comme vous les appelez, est un geste politique, c'est un assassinat politique. Oui, parce qu'on a vraiment le sentiment qu'on cherchait à nous liquider, nous, pour ce que nous étions. C'était pas comme souvent dans les attentats, un attentat aveugle, où des gens jettent des bombes pour tuer des passants anonymes. C'est comme une exécution politique, quand on exécute un opposant politique. Voilà, on exécute telle personne, telle personne, telle personne, parce que telle personne dit ceci, telle autre personne dit cela. Et dans le cas qui nous concerne, je pense que certains, comme Charb, étaient précisément visés. Donc c'est pas un attentat aveugle. Charb, qui est donc l'un des dessinateurs de Charlie Hebdo et qui est l'une des victimes de cet attentat. Si c'était un attentat politique, Rhys, quel était le parti de Charlie Hebdo? Quelles étaient les valeurs que le journal défendait et qui ont été visées dans cet attentat? On le sait, Charlie Hebdo avait publié des caricatures en 2006 de Mahomet, mais on l'a souvent dit, pour nous ça s'inscrivait dans la ligne éditoriale du journal, qui est de ne pas se soumettre à l'autorité d'aucune puissance religieuse, ou voilà, donc c'était logique, mais pour ces gens-là, c'était de trop. C'était un affront inacceptable. Et les caricatures ont été publiées en 2006, l'attentat a eu lieu en 2015, c'est-à-dire quasiment 9 ans après. Donc ce qui était sidérant, c'est que 9 ans après, pour ces gens-là, c'était pas terminé. Alors que, honnêtement, pour moi, 9 ans après, à l'automne 2014, j'avais dit à Charles, mais ces histoires, c'est fini. J'avais fini par me convaincre que c'était terminé, tout ça. Voilà. Rétrospectivement, c'était une bonne idée de publier ces caricatures? C'est vrai que c'était ni une bonne mauvaise idée, c'était dans la ligne éditoriale du journal. Voilà, c'était dans la continuité de nos convictions. C'était nos convictions. Donc une conviction, c'est pas une bonne ou une mauvaise idée. Voilà, on défend ses convictions. Il y a dans ce récit 1 minute et 49 secondes à la fois votre existence personnelle, donc vous êtes grièvement blessé à l'épaule, vous êtes à l'hôpital avec d'autres membres de la rédaction de Charlie Hebdo, et puis il y a aussi des commentaires politiques plus généraux. À titre personnel, il y a une chose qui vous attire, qui est obsessionnelle. Vous pensez que dans ce lieu de l'attentat, vous avez oublié votre trousse, Rhys? Oui, quand les levées ont été scellées, les scellés ont été levés plutôt,
Je voulais être là parce que naïvement, je pensais que j'allais retrouver des objets que j'avais laissés, dont cette trousse qui était un objet que je traînais depuis des années et des années. Bon, c'était un objet symbolique. Je crois j'essayais de retrouver un objet de ma vie d'avant. J'essayais de me me convaincre que je pouvais, continuer ma vie avec les mêmes objets qu'avant. Et c'est vrai qu'on ne l'a je l'ai pas retrouvé. Voilà, ça actait le fait que quelque chose de ma vie d'avant avait disparu. Voilà, c'est un objet symbolique, quoi, qui avait une fonction symbolique. Et puis sur le plan politique, il y a de la colère. Alors on va voir s'il y en avait avant l'attentat, mais en tout cas il y en a après. Et là, vous ne mâchez pas vos mots puisque vous considérez qu'il y a eu en France des collabos, c'est ça le mot, Rhys? Oui, oui, oui. Bah, c'est un terme que j'utilise, bon, ça fait référence, c'est vrai, à une période de l'histoire de France bien précise, mais pour moi, c'est un terme un peu générique qui définit les gens, je pense en particulier à des intellectuels, des penseurs, qui, face, face à différentes formes de totalitarisme qu'on a pu rencontrer dans l'histoire, finalement s'accommodent de ça. C'est pas uniquement durant la période de 40-45, mais c'est aussi pendant la période stalinienne aussi, et aussi pendant cette période où on voit émerger une forme de totalitarisme religieux. Il y a toujours des intellectuels ou des écrivains ou des politiques qui s'en accommodent. Voilà, donc et ça pose problème parce qu'on est quand même dans une démocratie. Moi, j'ai une confiance peut-être naïve, mais je pensais que les choses qui me semblaient évidentes pour moi, finalement, l'étaient pas forcément pour tout le monde. Vous savez que je vais vous demander des exemples. Qui sont ces collabos? En fait, je vais vous dire franchement, on peut citer 2-3 noms, mais je pense que ça mériterait mieux que 2 ou 3 noms. J'ai toujours pensé que il faudrait presque faire un autre livre là-dessus pour lire, décortiquer tout ce qui s'est dit sur cette période-là et même avant dans le monde politique, intellectuel. Je crois qu'il y a un vrai travail d'historien qu'il faudrait faire, que je ne suis pas en mesure de faire, mais qui permettrait de savoir qui a dit quoi et de comprendre aussi quelles ont été les positions des uns et des autres. Mais des fois, je me dis que c'est peut-être trop tôt. Peut-être que c'est la génération d'après qui sera suffisamment distante avec ces événements pour pouvoir bien analyser ça. Moi, c'est vrai, je ne suis pas objectif et je ne peux pas être objectif. Mais j'ai écrit ça pour au moins attirer l'attention du lecteur sur cette question-là. Bon, alors certains intellectuels, certains commentateurs ont dit à l'époque, Charlie Hebdo se moque des musulmans au travers de ses caricatures de Mahomet, alors même que les musulmans sont déjà dans une position de domination. C'est-à-dire finalement, Mmh. vous attaquez le faible, Rhys. Mmh. Oui, bah, c'est un vieux classique, mais c'est, comment dirais-je, c'est simpliste, parce qu'on sait très bien que qu'est-ce que c'est qu'un musulman? C'est très divers. Les musulmans, il y a toutes sortes de musulmans. L'islam, c'est grand, donc on voit très bien que ce que Charlie critique, c'est l'intolérance religieuse. C'est quand même un peu plus précis que les musulmans. Ça veut rien dire, les musulmans. C'est comme si on disait les catholiques ou les chrétiens. Il y a tellement de sortes de tendances. Non, c'est contre effectivement une forme d'obscurantisme, de manière comment dire, de pratiques religieuses réactionnaires et rétrogrades, qui à un moment donné se heurtent avec des valeurs démocratiques, de liberté, voilà. Donc c'est précis. Enfin, on a toujours été précis à Charlie Hebdo. Enfin, on n'a pas fait d'amalgame. Et ceux qui nous accusent de ça le savent et ne sont pas honnêtes. Vous êtes islamophobe? Pas du tout. Moi, je pense que quand on est démocrate, on doit être optimiste. Et il ne faut pas non plus être dans la peur, parce que l'islamophobie, c'est la phobie. Moi, j'ai pas peur de l'islam. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai peur de rien, mais je ne veux pas vivre sous la domination d'une idéologie, quelle qu'elle soit politique ou religieuse. Voilà, c'est ça le critère. Et si malheureusement dans l'islam il y a des tendances qui vont dans cette direction, bah, c'est pas de l'islamophobie. Moi, je suis anti-totalitaire, si je puis dire. Voilà. Mais est-ce que ce totalitarisme-là, je parle donc de ceux qui se sont radicalisés, n'est pas la conséquence d'une situation sociale particulière? Ce sont encore une fois des dominés, en quelque sorte des victimes risques. Qu'est-ce que vous pensez de cette présentation des choses? Je dirais que c'est un peu un vieux classique dans les discours de gauche. Effectivement, les damnés de la terre ne peuvent pas être autre chose que des damnés de la terre. Et
et comment dirais-je, sont presque condamnés à se révolter de toutes les manières possibles. Non, je ne suis pas d'accord. On peut effectivement se révolter contre une situation sociale injuste et contre effectivement des phénomènes de domination qui existent. Ça existe économiquement, culturellement. Mais je ne pense pas que ce soit en assassinant des journalistes qu'on combat ça. Justement, lorsqu'on est journaliste, généralement, sauf dans quelques cas précis, peut-être les journalistes de guerre, on n'a pas la sensation de risquer sa peau. À Charlie Hebdo, en tout cas, hélas, des gens l'ont risqué. Vous êtes sûr vraiment qu'on n'a pas de raison d'avoir peur? Ah mais moi, j'ai jamais considéré que le fait d'être dessinateur de presse et même journaliste était un métier, comment dire, sécurisé au contraire, j'ai toujours pensé que ça pouvait être dangereux. Parce qu'à partir du moment où on exprime des opinions franches, on peut se mettre en porte-à-faux avec des pouvoirs politiques, que ce soit dans le pays où on habite, mais même quand on va à l'étranger. Quand on va à l'étranger en reportage, il faut faire attention à ce qu'on fait, où on met les pieds. Enfin, il m'est arrivé souvent d'aller en reportage à l'étranger. Bah, vous faites gaffe à ce que vous faites. C'est pas parce que vous avez votre carte de presse que vous pouvez vous balader partout dans le monde et faire n'importe quoi. Donc, j'ai jamais considéré qu'être journaliste, ça vous protégeait de quoi que ce soit. Euh, donc, oui, c'est en fait un métier qui peut être dangereux. Pourquoi vous faites ça alors? Bah, au départ, moi, euh, j'aimais le dessin, mais j'aimais le dessin pour exprimer mes convictions. Mais c'est vrai que dès qu'on prend le risque d'exprimer ses convictions, on prend le risque aussi d'entrer en conflit avec d'autres personnes et avec d'autres idéologies. Donc, c'est toujours risqué d'affirmer, surtout de manière ferme, ses convictions. On peut effectivement se retrouver dans une situation conflictuelle. Mais je veux dire, est-ce que s'il ne serait pas plus raisonnable pour vous, par exemple, de faire des bandes dessinées, des choses qui soient Justement. moins risquées? Parce que finalement, vous dites, en France, il y a des collabos, on n'a Mm. pas été suivi, on a été très peu à publier ces caricatures de Mahomet et aujourd'hui plus personne Mm. ne les publierait. Du coup, c'est un combat perdu. Mieux vaut tourner la page et faire quelque chose de plus paisible. Et moi, je pense que on vit pas dans un monde paisible. Et c'est une illusion de penser qu'on vit dans un monde paisible. À un moment donné, ça vous rattrape. Le chaos du monde vous rattrape. Et je pense qu'il vaut mieux l'affronter et organiser la manière avec laquelle on l'affronte plutôt que de se recroqueviller chez soi. Là, vous êtes sûr de perdre si vous vous protégez trop. Moi, je ne crois pas moi, que ce soit une bonne stratégie. Alors, est-ce que vous trouvez, pour filer la métaphore, que dans cette société de collabos, il y a beaucoup de munichois aussi? Oui, si on veut, oui, c'est une variante c'est une variante. C'est un vrai. péché véniel par rapport à la collaboration d'être Oui, oui. munichois. Mais c'est vrai que j'ai parfois l'impression que c'est vrai que quand les gens nous disent mais pourquoi vous faites ça, vous risquez encore votre vie. C'est vrai que parfois j'ai l'impression qu'autour de moi les gens que je qualifie peut-être de manière un peu sévère de collabos ont tout simplement la trouille pour leur peau. C'est presque c'est presque une logique de survie. C'est même pas une démarche intellectuelle ou c'est assez basique en fait. 1 minute et 49 secondes, c'est votre récit RIS. Il est coédité par Actes Sud et les éditions des Échappés. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer votre vision de la France aujourd'hui avec ses collabos, avec vos combats, ceux que vous menez, et puis aussi un certain nombre de vos opinions d'éditorialistes sur l'actualité du moment, la PMA, par exemple. 8h sur France Culture. Les matins de France Culture, 7h-9h. Guillaume Erner. 8h20, nous sommes en compagnie de RIS, dessinateur, directeur de Charlie Hebdo. Vous publiez 1 minute 49 secondes, c'est le temps qui s'est écoulé entre l'entrée des frères Kouachi dans les locaux de Charlie Hebdo et leur sortie après avoir assassiné une partie de la rédaction du journal satirique le 7 janvier 2015. Était-ce une bonne idée de décider, après, de faire reparaître le journal, RIS? C'était ni une bonne ou une mauvaise idée, c'était impératif. Parce que pour moi, c'était pas imaginable que dans un pays comme la France, qu'un journal disparaisse sous les coups d'une espèce d'idéologie totalitaire. C'était une situation politique pour moi qui n'était pas acceptable. Et ce qui est un peu curieux, c'est que bon, on est dessinateur, on est journaliste, on passe notre temps à brocarder les hommes politiques, à leur reprocher de ne pas prendre les bonnes décisions, de se tromper. Bon, et on se retrouve un jour, nous-mêmes, dessinateurs, dans une situation politique.
C'est-à-dire qu'une attaque terroriste dans un pays comme la France, ça signifie quelque chose politiquement. Le fait qu'un média, c'est Charlie, ça aurait pu être n'importe quel autre média, soit menacé de disparaître à cause d'une attaque terroriste, c'est une situation politique. Donc, vous prenez les décisions, c'est des décisions presque politiques qu'on a prises en faisant apparaître le journal. C'est pas pour notre bon plaisir. Bon, mais comment fait-on lorsqu'on travaille dans un journal comme Charlie Hebdo, qui est censé être irrévérencieux, je ne sais pas si le terme vous convient, et qu'on devient soudainement un symbole républicain? Vous savez, quand on fait des dessins, on les publie, mais on ne sait jamais comment ils vont être reçus, comment ils vont être interprétés. C'est-à-dire qu'il faut accepter aussi l'idée que les lecteurs s'approprient ce qu'on dessine et ce qu'on écrit et se les approprient comme ils veulent. Donc c'est vrai que les gens se sont appropriés Charlie Hebdo, on ne peut pas leur reprocher, c'est un peu la règle du jeu. Voilà, s'ils ont envie d'en faire un symbole républicain, c'est leur choix. Nous, Non, mais là, c'est la République. Il y a le président de la République Oui. qui prononce un discours pour Charlie Hebdo. Il y a des hommages nationaux. Comment vous faites? Vous êtes panthéonisé de Non, non, votre vivant. non, mais comme je le disais précédemment, c'est une situation politique et je pense que ça aurait été la même pour n'importe quel autre média. Imaginez un autre journal qui aurait subi la même chose. L'enjeu était le même. Un journal ne peut pas disparaître dans une démocratie sous les coups du terrorisme. Voilà. Avant l'attentat, Charlie Hebdo était quasiment en dépôt de bilan. Puis vous avez été Non, pas vraiment. Pas tout à fait. dans une situation financière scabreuse. Non, c'était en 2009 que la situation était vraiment difficile. On a mis 5 ans à assainir les comptes et à la fin de l'année, au début de l'année 2015, en fait, on n'avait plus de dette. Voilà, on avait plus de dette. Et à la fin de l'année 2015, pour des raisons tout à fait différentes, Charlie était enseveli sous l'argent. Qu'est-ce que vous en avez fait de cet argent, Rhys? C'est très simple. Moi, il était clair en janvier 2015, si on était dans l'optique de refaire le journal, qu'on allait avoir besoin de cet argent d'abord pour reconstruire et acheter ce qu'il fallait pour refaire un journal en partant de zéro, sachant qu'il allait y avoir des dépenses de sécurité qui ont coûté très cher. Et puis aussi, parce que je me disais, l'étape d'après, une fois que le journal sera reconstruit, c'est de garantir son indépendance. Et l'indépendance dans la presse et dans les médias, c'est d'être autonome financièrement, de ne pas dépendre de groupes. Et on le voit, je crois que la semaine dernière ou la semaine d'avant, le Canard enchaîné a publié un article qu'aujourd'hui, en France, il n'y a plus que 4 médias indépendants qui sont vraiment, qui n'appartiennent à aucun groupe. C'est l'Humanité, La Croix, le Canard et Charlie. Donc moi, je savais que cet argent, c'était pas pour s'amuser à acheter des choses diverses et variées, mais c'était la garantie, c'est un peu notre assurance vie en termes d'indépendance. Mais on a lu dans la presse que tout ça n'était pas très transparent, qu'on ne savait pas où était passé l'argent. Mais on sait très bien où est passé l'argent. Les gens qui ont dit ça ont dit de manière malveillante. Les comptes ont été publiés, tout a été clair, ça a été visé, tout était dans les cordes. Il y avait même des gens à l'intérieur du journal qui disaient ça. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu beaucoup de départs suite à cette période, après la reconstruction, suite à l'attentat. Et puis beaucoup de signatures, Patrick Pelloux, Zineb, d'autres qu'on ne voit plus signer dans le journal. Qu'est-ce qui s'est passé, Rhys? Je crois qu'il faut... je pense que, d'abord, la rédaction, après cet attentat, elle était fracturée. Et elle était aussi déséquilibrée. Il y avait des signatures de poids qui n'étaient plus là. Et c'est vrai que les équilibres qui existaient avant dans la rédaction ont été détruits. Donc il fallait reconstruire aussi de nouveaux équilibres. Mais le but, c'est quand même de faire un journal satirique. Et il faut quand même savoir faire un journal satirique. C'est pas parce qu'on collabore à un journal satirique qu'on sait faire un journal satirique. C'est pas la même chose. Donc c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui ont pensé qu'ils allaient avoir des responsabilités ou qu'ils allaient jouer un rôle, alors qu'en fait, ils n'avaient pas le profil pour ça, c'est tout. Et moi, je ne vais pas non plus pour faire plaisir aux Alors autres. eux disent, Oui, ouais. je ne sais pas quel temps employé, que vous avez refusé de partager le pouvoir, Rhys. Ah ouais, le pouvoir, je veux dire, c'est pas un jeu. Je pense que dans des circonstances comme celle-là, c'est pas, on distribue pas ça pour faire plaisir aux gens. Il faut des gens compétents, voilà, et qui connaissent bien le journal. Bon, j'y travaille depuis 25 ans, je sais quand même un peu comment on fait ce journal, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas pour le faire. Donc moi, j'ai pas de honte à dire que tout le monde n'était pas compétent pour le faire. Mais vous ne mâchez pas vos mots. Dans 1 minute et 49 secondes, vous dites carrément que vous avez eu des pulsions extrêmement violentes contre ces gens. Ça veut dire quoi? Mais vous savez, il faut pas oublier quand même que des gens ont été assassinés, vous vous retrouvez
autour entouré de morts, des gens que vous connaissiez. Vous-même, vous avez échappé à la mort, donc cette violence, elle est en vous. C'est pas un mot abstrait, violence. Là, on est vraiment dans... Et c'est vrai que, bon, je ne sais pas si c'est les symptômes des troubles post-traumatiques, mais c'est vrai que des mois et des mois après, même encore maintenant, la perception qu'on a des choses autour de soi n'est pas comme avant. Oui, vous On est l'écrivez. à vif. Je vais même vous citer. La violence, elle n'a pas disparu, on l'a supportée, on l'a encaissée, on l'a absorbée, tapie dans nos entrailles. Elle attend le moment d'en sortir. Bien sûr. Non, mais il faut être honnête. Il faut dire les choses. Si, en entamant l'écriture de ce livre, je me disais, bon là, il faudra dire aussi ça. Il ne faut pas non plus cacher au lecteur cette question-là, cette interrogation que j'ai moi-même, et cette difficulté aussi à vivre avec cette violence et le souvenir de cette violence. Mais vous le regrettez De quoi donc? d'avoir cette violence en vous? Même, j'en regrette rien. Elle s'impose à moi. Je constate Non, mais on peut regretter certains de ses traits de caractère. Non, mais cette violence, elle m'a été presque transmise le 7 janvier. Avant, Ça a toujours été un journal violent. Dans Enfin, Charlie Hebdo, il y a toujours eu des bagarres, des conférences de rédaction qui se terminent avec des chaises qui volent. des Non, mots. ça c'est un peu exagéré, parce que si ça avait été le cas, il y a longtemps que le journal aurait disparu. Les gens fantasment un peu. Quelques chaises qui volent. Oui, non, mais après, ça c'est des péripéties vraiment secondaires. C'est pas de la violence politique. Voilà. Après, c'est vrai que quand on fait de la caricature, il faut le dire, c'est vrai, une caricature, ça peut être violent. C'est une violence symbolique, graphique. Mais oui, c'est dans l'ADN aussi de la satire. Justement, je vais vous faire entendre la voix de Cabu. Cabu, immense dessinateur mort dans l'attentat le 7 janvier. Écoutez-le évoquer la manière dont il envisageait les caricatures, Rhys. Oui, je distingue quand même les humoristes, entre guillemets, qui sont des imprécateurs, plutôt que de chercher à faire rire d'abord. Je vous dis, tout à l'heure, je vous ai dit, il faut chercher d'abord le rire. Après, vous pouvez dire des choses. Mais si vous mettez en avant une détestation ou une haine, même quelquefois, là, vous oubliez de faire rire, quoi. Et je pense qu'actuellement, il y a tellement d'humoristes sur le marché qu'ils se tirent la bourre entre eux, et c'est à qui sera le plus méchant. Mais ils disent des choses, ce sont des imprécateurs, mais ils oublient de faire rire. Ça, c'était en 2011, Cabu. On était en pleine affaire, notamment Dieudonné, et il est difficile de savoir où est la frontière entre un humoriste, un caricaturiste et un éditorialiste politique ou un politique tout court, Rhys. C'est vrai que c'est subtil et qu'il faut faire attention, que faire de la satire, c'est... Je ne vais pas dire que c'est pas sans danger, mais faut faire attention à ce qu'on dessine, à ce qu'on dit. Il faut choisir les bons mots. Oui, des fois, on peut faire des dessins ambigus ou mal compris. Moi, c'est toujours un peu ma préoccupation. On peut faire des dessins durs, très outranciers, mais il faut faire attention à l'ambiguïté. Voilà, il faut que ce soit clair. Ça fait partie du travail du caricaturiste de trouver la bonne ligne. Mais avant, faire Charlie Hebdo était simple, entre guillemets. Je parle de l'époque héroïque, de l'époque harakiri, quand il s'agissait juste de piétiner ou de se moquer de ce qui était sacré. Je ne sais pas si c'était si simple avant. J'en suis pas sûr. Quand on regarde les dessins de Charlie Hebdo des années 70, en fait, on voit ils font quand même aussi attention à être... Il y a une pertinence quand même derrière l'outrance, la provocation et comme dit Cabu, le rire. C'est vrai il y a quand même une vision qui n'est pas désordonnée, il y a quand même un sens à tout ça. Mais aujourd'hui, le dessin de presse est devenu une activité compliquée. D'ailleurs, le New York Times, je l'ai dit, a cessé de publier des caricatures suite à une caricature de Netanyahou qui avait été taxée d'être antisémite. Qu'est-ce que vous en pensez, Rhys ? Le dessin lui-même, c'est vrai, quand on le voit, il est très discutable. Maintenant, des mauvais dessins, ça existe, mais des mauvais textes aussi. S'il fallait enlever tous les mauvais textes qui sont publiés, s'il fallait dire, voilà, on arrête de publier des mauvais textes, il n'y aurait plus grand-chose dans les journaux non plus. Donc c'est une forme, le dessin de presse, qui, je trouve, participe aussi de la diversité, de la liberté d'expression. Et quand un grand journal décide de supprimer cette forme, c'est un aveu d'échec, c'est une facilité.
Bien sûr que c'est pas facile de publier des dessins de presse ou de caricature parce qu'il peut y avoir, comme je le disais précédemment, des ambiguïtés, des dessins mal conçus, mal compris. Donc c'est toujours un peu risqué le dessin de presse Mais parce que c'est toujours un peu un raccourci. Mais c'est quand même devenu, sinon plus risqué, du moins de moins en moins compris. Il y a Mm. beaucoup de vos dessins qui ont fait polémique récemment. Par exemple, vous aviez fait un dessin du petit Elan, cet enfant syrien mort Mm. et retrouvé sur une plage. Et beaucoup de gens vous avez traité de monstre parce que vous Mm. vous moquiez de cet enfant, Rhys. C'est-à-dire que il y a vraiment une méconnaissance de ce qu'est le dessin satirique et une incompréhension. C'est vrai que souvent les gens, c'est un peu, je ne sais pas si c'est la culture Twitter, ils réagissent, mais ils réfléchissent pas. Or un dessin comme ça, pour moi, c'est un dessin qui devait faire réfléchir. Parce qu'on voyait, c'est effectivement l'image. En fait, j'ai simplement reproduit l'image que tout le monde a vue en photo. Mais j'ai confronté un élément qui n'était pas sur la photo, et c'est là justement qu'intervient l'œil du dessinateur, un panneau publicitaire pour des promotions chez McDonald's, pour montrer un peu comment deux mondes se heurtent. C'est presque pour illustrer un peu le malentendu entre des migrants qui viennent avec beaucoup d'espoir ici, et ce qu'est notre société développée, qui parfois est décevante et un peu lamentable. Voilà, c'est un dessin qui illustrait une sorte de désillusion, voilà, réciproque peut-être. Mais s'il y a tant de difficultés aujourd'hui à faire comprendre les dessins de presse, est-ce que ça ne veut pas dire que la forme même de Charlie Hebdo est devenue compliquée à défendre pendant la période actuelle? Est-ce que finalement, ça n'est pas devenu une forme obsolète? Non, parce que on n'est pas obsolète ou pas. La question n'est pas d'être. Qu'est-ce que c'est que la modernité? J'en sais rien en termes de forme, mais je pense qu'en tous les cas, ça parle quand même à beaucoup de gens. Il y a encore beaucoup de gens qui lisent Charlie Hebdo et qui comprennent le dessin. Parce que quand il y a des polémiques sur les réseaux sociaux, il y a aussi des gens qui défendent les dessins et qui les comprennent. Donc il ne faut pas non plus se laisser impressionner par les gens qui comprennent rien ou qui font semblant de rien comprendre. Parce que dans ces cas-là, on vit dans un monde, on tire les choses vers le bas. Bien sûr que c'est pas toujours évident de comprendre le dessin, mais c'est à nous aussi de l'imposer, de l'exiger et de le faire comprendre. Voilà, c'est cet enjeu-là. Il ne faut pas baisser les bras parce qu'on a des commentaires des fois antipathiques. Est-ce que c'est possible de continuer à faire Charlie Hebdo? Par exemple, hier, Charlie Hebdo était un journal antimilitariste contre le pouvoir, et aujourd'hui, vous devez vivre sous protection policière. Le journal est gardé. Est-ce que c'est pas quand même une sorte d'ironie glaçante de l'histoire? Oui et non, dans la mesure où, à partir du moment où vous dites démocrate et fidèle quand même aux valeurs de la République, le droit à la sécurité, c'est pour tous les citoyens. Donc, comme tous les citoyens, on a envie aussi de vivre en sécurité. Et c'est quand même le travail des forces de police d'assurer la sécurité à tous, pas qu'à Charlie Hebdo, pour tout le monde. Donc, c'est pas non plus totalement contradictoire. Après, je crois que les critiques qui existaient dans Charlie Hebdo sur la police ou l'armée, elles peuvent toujours être formulées en fonction de l'actualité. C'est en fonction de ce qui se passe dans l'actualité. On n'a pas non plus ménagé. Quand il y a eu les gilets jaunes, il y avait des bavures avec les gens qui perdaient des yeux. Enfin, on s'est pas gêné de dessiner ça. Dans l'un de vos éditoriaux récents, puisque dans Charlie Hebdo vous dessinez et vous signez des éditos, vous avez écrit au sujet du rapatriement des djihadistes français. Et là aussi, vous avez adopté une ligne qui est une ligne très dure. Je vais vous citer d'ailleurs. Dans un conflit, tant que la lutte à mort entre la liberté et la tyrannie n'est pas terminée, la peine capitale pour les traîtres, les collabos et les terroristes est logique. Défendre la peine capitale, Rhys. Ah oui, effectivement, c'est particulier. Mais je pense que on mesure pas, je vais pas dire la gravité. On veut tellement croire qu'on est dans un monde apaisé qu'on fuit effectivement les échéances et les situations tragiques. Or, on se retrouve un peu à l'image de ce qu'on a vécu nous. On se retrouve jeté vraiment dans la fosse aux lions. Et autour de nous, c'est la mort qui arrive. C'est pas un jeu. Enfin, c'est pas un petit débat. L'État islamique, les gens qui font le djihad, ils partent pour faire la guerre. Ils partent pour tuer des gens, des ennemis, pour les éradiquer, pour mettre en esclavage les femmes yézidis. Voilà, donc c'est pour rejoindre une barbarie.
Et moi, je considère que quand on est dans une situation comme ça, on n'est pas dans une société de paix. Et c'est vrai que, voilà, et parfois, moi, j'ai du mal à être compatissant pour des gens qui ont pour objectif d'assassiner des gens. Mais est-ce qu'il... Et un objectif politique. C'est pas un fait divers. Hein, c'est pas des faits divers. On n'est pas dans... Voilà, c'est dans le cadre d'une idéologie véritablement totalitaire. Mais est-ce que justement, l'honneur des démocraties, c'est de refuser, quoi qu'il en coûte, la peine de mort, la torture, bref, Voilà, toutes les... torture, c'est autre chose, ça. Voilà, faut pas tout mélanger. Non, je dis comme ça que quand on s'engage dans un conflit guerrier, quand on va faire la guerre, au bout du compte, que ce soit pour ses ennemis ou soi-même, oui, la mort peut arriver. C'est pas non plus un jeu. Enfin, faire le djihad, c'est pas aller à Katmandou dans les années 70 en 2 chevaux pour faire une expérience. Et puis, on est déçu par l'expérience, on revient en France. Non, non, c'est grave. Et je crois aussi qu'il faut marquer cette gravité. On peut pas non plus se cacher derrière son petit doigt en faisant comme si c'était anodin. Aujourd'hui, dans les journaux, il y a une célébration, celle des 30 ans de l'affaire du foulard à Creil, un collège où il y avait eu des foulards, une polémique s'en a été suivie, et finalement, c'est le début d'une polémique qui n'a jamais cessé sur le foulard, sur le voile, sur le burkini. Quelle est votre position, Rhys, par rapport à cette question qui n'est évidemment pas qu'une question vestimentaire, comme on l'a assez rapidement compris? C'est-à-dire que c'est une question qui est délicate parce qu'on comprend bien, je pense qu'aujourd'hui on a enfin compris que le voile, c'est pas une question vestimentaire, c'est un geste politique, peut-être maladroit quand il est fait par des adolescents dans un collège dans les années 80, mais c'est clair aujourd'hui que c'est une conception de la société nouvelle qu'on nous propose, et qu'on a le droit de discuter et parfois de contester. Voilà, est-ce qu'on veut vivre dans une société qui fonctionne comme ça? Moi, j'estime j'ai le droit de dire de manifester mon désaccord. Voilà. Après, je ne dis pas qu'il faut aller verbaliser ces personnes. Je ne suis pas non plus pour une répression à outrance de ça, mais qu'au moins on puisse discuter et critiquer cette conception de la société. Bon, alors justement, où est-ce que vous situez la frontière? Puisque à partir du moment où Charlie Hebdo est, je crois, un journal féministe, vous avez accueilli l'une des Femmes qui écrit dans ce journal le droit des femmes de se vêtir comme elles veulent, y compris de porter un voile, Rhys. Ah mais moi, je ne dis pas... On parle de droit. Moi, je ne dis pas que la loi doit interdire. Je dis simplement qu'on doit avoir le droit aussi de critiquer et de formuler des réserves et des critiques là-dessus. Moi, j'en reste au niveau du débat d'idées. On ne va pas, effectivement... je ne suis pas pour l'interdiction du voile dans la rue. Mais on doit pouvoir dire que ce n'est pas satisfaisant. Mais s'il y a quelque chose de blessant vis-à-vis de ces femmes qui, bien souvent, viennent de milieux défavorisés. Mais alors là, justement, à partir du moment où on fait un geste assumé, politique, à partir du moment où il faut aussi accepter d'être dans le débat. Si quelqu'un se voile, c'est à la fois son droit, mais il faut aussi qu'elle en assume aussi, je ne vais pas dire les conséquences, mais enfin qu'elle assume aussi d'être critiquée et discutée. C'est le débat public. Rhys, l'une des valeurs de Charlie Hebdo, c'est la liberté d'expression. Et aujourd'hui, il y a une polémique autour des propos qu'Éric Zemmour a tenus lors d'une convention de ce qui s'appelait une convention de la droite. Ça s'est déroulé samedi dernier. Charlie Hebdo en a rendu compte d'ailleurs. Est-ce que Éric Zemmour a le droit de s'exprimer? Le principe, c'est que tout le monde a le droit de s'exprimer. Après, évidemment, tout principe a des exceptions. Il y a toujours des limites à la liberté d'expression. On le sait nous-mêmes. Hein, il nous est arrivé parfois d'être condamnés. Donc il y a 2 choses. D'abord, il y a qu'est-ce que la loi autorise ou pas, et qu'est-ce que la loi autorise à M. Zemmour ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, là, je crois qu'il a été sollicité pour rejoindre une chaîne de télévision. Après, c'est les responsables aussi de cette chaîne de télévision qui prennent la responsabilité de lui donner une responsabilité éditoriale. Bon, mais par exemple, Éric Zemmour a dit que le mâle hétérosexuel blanc était aujourd'hui dans une situation extrêmement précaire en France. Est-ce que ça, c'est un propos qui, selon vous, relève de la liberté d'expression? On peut être en accord ou en désaccord avec ce terme, ou est-ce qu'il faut considérer que ce type de propos devrait être
pénalisé. Alors d'après ce que j'ai compris, j'ai pas l'impression que ce soit ce genre de phrase qui a été critiquée. C'est des choses beaucoup plus graves qu'il a dit. Il a parlé d'extermination, il a parlé de guerre. Là, effectivement, Théorie du grand remplacement, quoi. oui, non, mais là, quand on parle d'extermination, quand on est dans un discours, comment dire, politique revendicatif, on passe à autre chose. Là, on n'est plus dans la satire ou dans la provocation. Donc, à un moment donné, oui, on peut se poser la question de savoir si on a le droit de tenir des propos qui appellent quasiment à l'insurrection. C'est quand même pas, c'est quand même pas rien. Mais d'un autre côté, des intellectuels, alors peut-être les qualifieriez-vous de collabos, puisque vous avez évoqué l'attitude de certains intellectuels au moment de l'attentat de Charlie Hebdo. Certains intellectuels disent qu'il y a dans Charlie Hebdo une dimension hostile à l'islam qui peut rapprocher le journal de polémistes, alors je ne sais pas très bien comment les qualifier, disons de pamphlétaires, de publicistes comme Éric Zemmour. Bah, c'est une remarque d'une totale mauvaise foi, parce que nous, on a toujours été clair là-dessus. Aujourd'hui, Éric Zemmour, il est d'extrême droite. Hein. Il s'affiche avec Marion Maréchal Le Pen. Bon, il y a un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Avoir des réserves ou critiquer certains aspects de l'islam radical, c'est encore possible quand on est dans un cadre républicain et démocrate. Enfin, on a aussi le droit aussi de critiquer ça. Donc c'est vrai que la crête est étroite, parce qu'il faut à la fois défendre les valeurs qui nous semblent les nôtres, d'une liberté d'expression, de ne pas tomber sous le coup d'une religion, comment dire, totalitaire et intolérante. Mais d'un autre côté, on voit bien que tous les partis xénophobes en Europe, et les partis qui sont même quasiment racistes et d'extrême droite, utilisent de manière très, très vicieuse cette dimension-là pour essayer de légitimer leur xénophobie. Il y a même eu des suprémacistes Mais bien sûr. aux États-Unis qui sont revendiqués, alors de Charlie Hebdo en tout cas, qui ont utilisé les caricatures Oui. du journal, les caricatures de Mahomet. Est-ce que ce type de fait vous conduit à réviser ce que vous écrivez, ce que vous faites chaque semaine dans Charlie Hebdo, Rhys? Non, on ne révise pas, mais on sait qu'il faut faire attention. Il faut toujours avoir des critères qui soient, comment dire, incompatibles avec c'est fasciste. Enfin, c'est une autre forme de totalitarisme qu'on nous propose. Entre le totalitarisme religieux et le totalitarisme d'extrême droite, je veux dire, il faut trouver sa place. C'est un peu, ça fait un peu penser, je ne sais pas si on peut comparer ça à le dilemme du XXe siècle, c'est-à-dire qu'entre Hitler et Staline, voilà, il faut trouver sa place là-dedans. Justement, certains, pendant un moment, ont considéré qu'on pouvait s'allier avec l'un Voilà. pour frapper l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est, en tout cas, on est coincé on est vraiment entre les deux.